Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que Apple a fait pas mal d'annonces. Ils ont annoncé leur nouveau MacBook Pro avec des puces M2 Pro et M2 Max. Nous avons aussi un nouveau Mac Mini qui est assez intéressant, j'en parlerai juste après. Nous avons aussi des news au niveau carte graphique avec une possible 4060 Ti qui arrive. Nous avons aussi des news au niveau du fait que les tracteurs aux États-Unis vont pouvoir être réparés, en tout cas les tracteurs John Deere. Je vais en parler pourquoi c'est assez important après. Vous avez pas mal d'actualités, quoi qu'il arrive, dans la table des matières ainsi que dans la description, comme ça vous pouvez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que Apple a fait des annonces qui auraient dû être apparemment d'ailleurs un événement l'année dernière, en tout cas fin d'année dernière, mais ils ont repoussé à maintenant. En général, les MacBook Pro, ils les annoncent justement en fin d'année. Donc ici, on les a eus en janvier, ce qui est un peu particulier, mais quoi qu'il arrive, nous avons eu les nouveaux MacBook Pro ainsi qu'un nouveau Mac Mini qui était update avec des puces M2 évidemment. Commençons justement par les MacBook Pro, donc c'est le modèle 14 et 16 pouces qui ont été update ici avec notamment des puces M2 Pro et M2 Max. Donc ces puces M2 Pro et Max sont évidemment basées sur la puce M2, donc elles ont basiquement les mêmes genres d'améliorations par rapport à les anciennes puces M1. Donc vous avez notamment 2 cœurs CPU haute efficacité énergétique en plus, et vous avez un peu plus de cœurs GPU en plus sur chaque puce. Et évidemment, vous avez une amélioration, même s'il y avait le même nombre de cœurs, il y a aussi une amélioration d'architecture qui fait que la puce est un petit peu plus puissante. Il me semble que Apple promet 30% de GPU en plus, de performance en plus, et 20% pour le CPU, ce qui est pas dégueulasse, mais pas non plus au niveau de ce qu'on avait vu évidemment quand ils sont passés aux premières puces M1 par rapport aux puces Intel. On a aussi un peu plus de bande passante et aussi la quantité de RAM maximum augmente de 64 à 96 pour information. Et c'est une mémoire partagée entre le GPU et le CPU. À part ça, honnêtement, c'est à peu près les mêmes ordinateurs portables. Même design, même notch, et il n'y a toujours pas de Face ID dans la notch, ce qui est un petit peu particulier parce que c'est une énorme notch, donc ils ont la place de le faire, donc ce sera certainement pour un prochain refresh. Apple aime bien garder des choses pour les prochains refresh, comme ça ils sortent pas toutes leurs cartes en même temps, mais bon, dans tous les cas, ça reste des assez bons ordinateurs portables, surtout si vous êtes orienté Mac. Évidemment, ils sont assez chers. Les prix n'ont pas augmenté, étonnamment, oui. Apple n'a pas augmenté les prix, ils sont toujours à partir de 2449 € pour le 14 pouces en tout cas, et le 16 pouces est à 2700 quelque chose. Donc c'est énormément d'argent, mais c'est les mêmes prix que les anciens modèles, en tout cas les versions M1. Je dirais que le plus intéressant, si vous étiez intéressé par ce genre d'ordinateur portable, parce que leur force, c'est par exemple le fait qu'ils chauffent vraiment pas beaucoup, ils durent très longtemps au niveau batterie, et là ils ont amélioré la batterie, elle dure 1 heure en plus sur les deux modèles, ce qui fait que le 16 pouces notamment est l'ordinateur chez Apple qui a la plus longue batterie jamais créée, et je dirais même l'ordinateur portable avec la plus longue batterie jamais créée, parce que franchement ils sont à ce point-là bons. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par ça, le vrai bon plan, c'est peut-être justement les anciennes versions M1. Déjà, il y a plein de gens qui vont passer aux versions M2. Il y a des gens, ils upgrade chaque année. Ils s'en fichent. Si c'est juste une petite amélioration, ils vont upgrade. Du coup, ils vont revendre leur ancien modèle. Ça pourrait être intéressant. Évidemment, ils vont le vendre pour moins cher. Et il y a aussi, je vous conseille la partie reconditionnée. Vous tapez Apple reconditionné. Et sur le site officiel d'Apple, il y a une partie reconditionnée. Et là, vous pouvez faire certains deals, notamment au niveau des Mac. Il n'y a pas toujours des bons deals. Il y a des fois, ils vendent au même prix que si c'était neuf, ce qui est un peu bizarre. Mais vous avez des fois des assez grosses réductions. Donc là, ça pourrait être aussi intéressant. Mais bref, autre chose au niveau amélioration, quoi qu'il arrive, il y en a. Vous avez notamment le port HDMI qui est passé en HDMI 2.1 enfin, parce que pour je ne sais quelle raison, sur les anciens MacBook Pro, qui sont sortis alors que l'HDMI 2.1 était disponible depuis longtemps, ils n'avaient pas mis d'HDMI 2.1. Donc ça veut dire que vous étiez limité à 4K 60 FPS. Ce qui est un petit peu dommage, quoi. Et vous ne pouviez pas faire de 8K à plus de 30 FPS non plus, ce qui était encore une fois aussi dommage. Donc maintenant, vous pouvez faire de 4K 120 FPS et de 8K 60 FPS. 8K 60 FPS serait plus logique pour un utilisateur de Mac, je suppose, vu que c'est plus orienté densité de pixels, mais bon. Il y a aussi d'autres petites améliorations. Vous avez notamment le Wi-Fi 6E et aussi le Bluetooth qui a été amélioré. Mais à part ça, ça reste globalement les mêmes ordinateurs. Ah oui, le connecteur aussi est maintenant la même couleur. Le connecteur ici, MagSafe, a la même couleur que
le MacBook Pro que vous prenez. Donc si vous prenez la version gris un peu plus foncée, votre connecteur sera un peu plus foncé aussi. Ce qui est bien, je suppose. Ensuite, nous passons au Mac Mini. Et là, c'est beaucoup plus intéressant selon moi parce que déjà, c'est le Mac le plus abordable qui existe chez Apple. Il est vendu 719 € sur le site officiel. Ça veut dire aussi que même peut-être vous pourriez trouver la version M1 pour encore moins cher que ça, s'il y a encore des fonds de stock. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je sais que c'est pas hyper abordable non plus par rapport à certains ordinateurs Windows, mais ça reste accessible, surtout si vous êtes habitué à macOS. Et la puce M2 est quand même très puissante. Il y a seulement 8 Go de RAM toutefois, donc ça c'est un peu dommage, même si Mac gère mieux la RAM, ça reste un peu des fois limité, et seulement 256 Go de stockage. Mais ça peut être étendu facilement via un SSD branché juste à l'arrière, pas très problématique selon moi. Vous pouvez acheter un SSD d'1 Tera pour 100 €. Vous achetez un boîtier externe qui vaut 10 €, vous le branchez tout le temps à l'arrière, c'est bon, vous avez 1 Tera de stockage, assez rapide aussi. Enfin bref. Mais du coup, il y a d'autres nouveautés avec ce Mac Mini, notamment le fait que maintenant, vous pourrez l'équiper avec une puce M2 Pro. Donc le premier Mac Mini M1 n'avait qu'une puce M1. Donc il était bien, mais il restait limité. Ici, vous pouvez avoir quand même un peu plus de puissance, surtout que cette puce M2 Pro va monter jusqu'à 32 Go de RAM. La puce M2, elle sera jusqu'à 24 Go maximum. Et vous avez évidemment un CPU beaucoup plus puissant, parce que sur la version Pro, je vous rappelle que il y a plus de cœurs haute performance. Donc il y en a, si je me souviens bien, 8. Alors que sur la puce M2 normale, il n'y en a que 4, si je me souviens bien. Donc beaucoup plus de puissance CPU et évidemment plus de puissance GPU. Après, c'est moins intéressant. Je dirais que le modèle le plus intéressant, c'est celui de base, celui à 719 €. Oui, vous avez moins de stockage, mais encore une fois, si vous branchez vite fait un SSD derrière, et surtout que c'est un PC fixe, vous n'allez pas le bouger, c'est pas très problématique, vous pouvez l'étendre facilement. 8 Go de RAM, vous pouvez vous en sortir. Surtout qu'il peut utiliser le SSD comme swap. Mais si vous décidez d'upgrade, ça va vite coûter très cher en fait. Rien que passer à 512 Go de stockage, vous demandez juste 256 Go de stockage en plus, vous devez payer genre plus de 200 €. Genre, what the fuck, Apple? Où est-ce que vous la trouvez, où est-ce que vous trouvez vos puces mémoire? Elles sont faites d'or ou autre chose? En partie, en réalité, elles sont faites d'or. Enfin bref, c'est abusé comme prix. Et si vous voulez la version M2 Pro, vous devrez débourser jusqu'à 1500 €. En réalité, on peut sélectionner, on va personnaliser pour voir vraiment quel est le strict minimum. Non, en vrai, vous pouvez l'avoir pour moins cher. C'est juste qu'il vous force. Et puis force à passer à. Ah non, vous avez deux versions de la version. Ah, évidemment, ça c'est Apple. Vous avez la version M2 Pro avec 10 cœurs et 16 cœurs GPU. Et puis, si vous voulez la full version, il faut rajouter 300 €. Et là, vous avez les 12 cœurs et ainsi que les 19 cœurs GPU. Ah, Apple, comme d'habitude. 16 Go de RAM minimum et 512 Go. Donc, pour 1569 €, beaucoup moins intéressant selon moi, même si vous avez beaucoup plus de puissance. Ah, le truc, c'est que vous avez le Mac Studio qui est pas très loin en termes de prix. Ouais, le Mac Studio de base, vous allez me dire, c'est pas du tout dans la même gamme de prix, oui. C'est 2300 €, donc c'est 800 € en plus. Mais à côté de ça, vous avez une puce M1 Max qui, même si c'est l'ancienne version, est très puissante, évidemment. 32 Go de RAM, ça devient vite discutable. Après, c'est un peu le but d'Apple et de toutes les marques ces derniers temps, c'est que ils font en sorte que quand vous êtes intéressé par quelque chose, le modèle de base est toujours intéressant, mais il a toujours quelque chose en moins. Il a moins de stockage, par exemple. Et du coup, vous dites, ah, mais je vais juste rajouter 512 Go de stockage. Le truc, c'est que vous rajoutez 512 Go de stockage, et puis au final, vous rapprochez du prix de peut-être quelque chose de mieux. Vous dites, ah, mais pour ce prix-là, à ce moment-là, je vais peut-être passer à peut-être un MacBook qui est portable, lui, comme ça, je pourrais le transporter. Du coup, vous dites, ah, j'ai juste à rajouter 200 € pour le MacBook ou juste 100 €. Du coup, vous montez en prix. Et puis, vous dites, oui, mais je pourrais avoir peut-être le Mac Mini avec une puce M2 Pro à ce moment-là, si je rajoute encore un peu plus. C'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Donc moi, je vous le dis, avec la plupart des marques, ce que vous devez faire, c'est prendre le modèle de base. Et honnêtement, vous en sortirez. Et si, 256 Go de stockage, vous mettez un SSD externe. 8 Go de RAM, ça suffira. Pour la plupart des gens, vous pouvez vous en sortir. Donc, c'est vraiment fait exprès pour faire dépenser de plus en plus. Et vous vous en sortez jamais. Genre,
plus vous rajoutez, plus il y aura quelque chose de meilleur si vous rajoutez un petit peu plus. Donc, vous n'en finissez jamais, franchement. Donc, yep. Mais quand même, je trouve que la version M2 Pro, discutable au niveau de son intérêt. Elle est quand même intéressante pour 1569 €, mais la version à 719 € est juste tellement mieux pour le prix, pour ceux qui veulent justement un Mac simple, efficace, et qui chauffe pas, qui consomme presque rien. C'est juste selon moi la meilleure valeur. Ensuite, passons à une news totalement différente. Ici, vous avez les fermiers aux États-Unis qui vont enfin avoir le droit de réparer leur tracteur John Deere. Donc ça, c'est un débat qui existe depuis franchement des années et des années, qui était en parallèle avec le droit à réparer justement son iPhone, ses téléphones, ses tablettes et ordinateurs. Donc, au final, c'était deux groupes de personnes totalement différentes, donc les fermiers et puis les gens qui aiment la tech, qui se battaient pour la même chose, avoir le droit de réparer ce qu'ils ont acheté. Et du coup, les fermiers ont gagné le droit de justement réparer leur John Deere. Parce que jusqu'à maintenant, vous pouviez seulement aller le réparer dans des centres agréés, avec des pièces agréées. Et au final, ça coûtait de l'argent. En fait. Genre, John Deere se faisait de l'argent sur la réparation. Ce qui est en partie logique, mais il se faisait énormément d'argent. Donc, si vous étiez doué en mécanique et que vous pouviez sans problème le réparer, vous ne pouviez pas. Vous ne pouviez pas acheter la pièce par vous-même ou autre chose. Donc maintenant, ce ne sera plus le cas. C'est du coup une victoire assez importante parce que c'est la première grosse victoire au niveau droit, réparation de ce qu'on a le droit, ce qu'on a acheté, qui a été gagné au final aux États-Unis. Et les États-Unis ont tendance à influencer le reste du monde, il faut le savoir là-dessus. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, évidemment, nous, on voudrait la même chose pour l'électronique, genre les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Et ça, malheureusement, vous avez une nouvelle loi qui a été votée dans l'État de New York. C'était une loi qui avait été justement propulsée par Louis Rossmann, qui est un YouTuber assez connu qui répare des appareils. Le problème, c'est que le gouverneur de New York, à la dernière minute, a rajouté quelque chose dans la loi qui, basiquement, la rend pratiquement caduque. Donc, ça, c'est extrêmement dommage. Pour moi, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Et surtout, c'est le truc le plus logique. On nous parle d'écologie, on nous parle de sauver la planète. Avoir le droit de réparer son tracteur ou son téléphone ou autre chose soi-même, avec des pièces qu'on peut acheter soi-même et qui ne coûtent pas la peau des fesses, ça aide à sauver la planète, réellement. Parce que vous évitez de foutre à la poubelle ou de juste vous débarrasser de quelque chose qui pourrait être réparé facilement. Surtout au niveau électronique, je parle téléphone, ordinateur portable et tout ça. Donc, yep. J'espère vraiment qu'on va agir davantage là-dessus. Je sais que l'Union européenne a des trucs encore en cours et des trucs déjà en place, mais il faut qu'on avance plus vite, justement. Il faut forcer toutes les marques comme Samsung, Apple et tout ça à juste de rendre possible ou rendre très facile le fait d'obtenir des pièces de réparation. Et sans qu'ils chargent énormément d'argent là-dessus. Parce que le problème, c'est si ça vous coûte la peau des fesses de les acheter, ça ne vaut pas forcément la peine. Ensuite, on reste aux États-Unis, mais là, on passe de l'autre côté. On passe d'une bonne décision à la décision la plus stupide que j'ai jamais vue. Vous avez l'État de Wyoming qui veut, à partir de 2035, bannir les voitures. On va dire à combustion. Non, électrique. Et là, vous allez dire, hein? Quoi? Alors, je pense pas que les voitures électriques soient l'entièreté de la solution, évidemment, pour nos problèmes écologiques, mais ça fait partie de la solution, vous voyez? Peut-être avec des voitures hybrides ou même des voitures à hydrogène. Mais l'État de Wyoming sont en mode, non, on va les bannir. Pourquoi? Parce que pour assurer la stabilité du marché du pétrole, évidemment, bien sûr. Et peut-être aussi parce qu'on a reçu un joli chèque de, justement, un groupe pétrolier dans notre poche. C'est totalement le cas. D'ailleurs, c'est très commun aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est même pas caché, d'ailleurs. Vous pouvez aller voir les contributions qu'ils ont reçues. Tout est public. Et vous verrez souvent que les politiciens des États-Unis qui votent contre des trucs écologiques ou qui font ce genre de décisions, bizarrement ont reçu un joli chèque d'une entreprise pétrolière. Enfin bref, dans tous les cas, c'est vraiment pour ça qu'ils veulent bannir les voitures électriques. C'est évidemment extrêmement stupide. Je ne dis pas encore une fois que tout le monde devra avoir une voiture électrique, ça fixera le problème, voilà, c'est bon. Non, mais dans certains cas, les voitures électriques ont beaucoup de sens pour beaucoup de personnes. Si vous êtes du genre à faire très peu de trajets, genre vous faites 30 km sur la journée, une voiture électrique serait le meilleur choix en fait.
surtout si c'est une voiture électrique avec une batterie raisonnable en taille et tout, et qui dure assez longtemps du coup. Euh, Là, juste bannir totalement les voitures électriques dans l'entièreté de l'État de Wyoming est juste tellement stupide, quoi, parce que ça veut dire que toutes ces personnes qui sont dans le cas de justement, oh, une voiture électrique a du sens, c'est bien pour la planète, mais ne pourront pas en fait. Donc c'est juste stupide. Euh, donc ouais, je comprends pas. Ensuite, nous passons à une news hardware avec le fait que les specs de la RTX 4060 Ti ont été leakés. Évidemment, ce sont les specs supposés et j'espère que ce sont juste des faux leaks ou autres et qu'elle aura de meilleurs specs parce que vous allez le voir, c'est plutôt décevant. Donc cette 4060 Ti aurait 4352 coups d'accord et 8 Go de RAM ainsi qu'un TDP de 220 watts qui sera certainement plus bas en réalité. On l'a vu ça jusqu'à maintenant avec les RTX 4000. Et du coup, en fait, c'est pas très bon pour une simple et bonne raison que si vous regardez, la 4070 Ti avait 7680 coups d'accord. Si vous regardez par rapport au spec de la 3070 Ti, c'est plus, parce que la 3070 Ti en avait 6144. Donc là, Nvidia avait quand même augmenté le nombre de coups d'accord, en plus d'évidemment les améliorations de l'architecture, une plus haute fréquence, tout le tralala. Ici, on est à moins en fait, parce que la 4060 Ti en a 4352 et la 3060 Ti en avait 4800. Donc encore une fois, les RT Core, les coups d'accord sur la 4060 Ti seront meilleurs, quoi qu'il arrive. Et la carte aura une meilleure fréquence. Donc elle aura plus de performance qu'une 3060 Ti, forcément. Sinon, ce serait vraiment bizarre si Nvidia sortait une 4060 Ti qui est moins performante qu'une 3060 Ti. Le problème ici, c'est que c'est pas qu'elle sera moins performante parce qu'elle le sera forcément plus, mais à quel point elle sera plus performante. Et là, honnêtement, avec le fait que les coups d'accord, il y en a moins et tout ça, honnêtement, et le bus mémoire est à 128 bits, honnêtement, je pense que cette carte graphique sera plus au niveau du performance au-dessus d'une 3070, mais je suis même pas sûr qu'elle atteindra une 3070 Ti. Si elle n'atteint pas une 3060 Ti, là, c'est vraiment mauvais. Et ça continue de confirmer ce que fait Nvidia. Si vous regardez, 4090, performance incroyable. Prix aussi incroyable. Ça, c'est sûr et certain. Consommation aussi incroyable. Mais là, des performances incroyables. Et puis, 4080, 20% de performance en moins. Vraiment, vous avez une énorme chute. Même 20-30%. Ensuite, 4080, 4070 Ti, même chose. Bim, une énorme réduction en termes de performance. Et visiblement, ce pattern va continuer d'arriver et Nvidia va visiblement faire la même chose avec la 4060 Ti, où elle sera beaucoup moins performante qu'une 4070 Ti ou même une 4070. Je me souviens que la 3060 Ti, notamment, était assez proche d'une 3070 en termes de performance, ce qui veut dire qu'elle était assez intéressante en réalité. Ici, non, il n'y aura rien d'intéressant. Je rappelle aussi que la 3060 Ti était sortie pour 419 €, si je me souviens bien. Vu les prix qu'on a actuellement, ne vous attendez pas à un tel prix. Donc, ça aussi, c'est très mauvais. Il y a réellement un énorme problème avec Nvidia en ce moment. Ils ont fait un peu plus d'efforts sur la 4070 Ti en la mettant à un prix déjà un peu plus, on va dire, en rapport avec la concurrence. Mais ils ont augmenté les prix partout, évidemment. Et le problème que je vois ici, c'est que, oui, la 4060 Ti, si on regarde les prix jusqu'à maintenant, donc la 4070 Ti est à 899 €, si je me souviens bien, oui. La 4070, elle sera certainement à, allez, 799 €, les connaissant. Allez, 749 €, soyons, voilà, raisonnables. 4060 Ti, elle sera certainement du coup à 500, 599, un petit 599. Ouais, je pense que ce serait déjà plus logique. Et du coup, ça ferait une augmentation de 100 à 200 € par rapport à la 3060 Ti. Par rapport à son prix de sortie, en tout cas. Vraiment pas très bon. Genre, vraiment pas très bon. Le problème qui arrive en ce moment, au final, c'est que le marché milieu de gamme, en tout cas, les cartes qui sont censées être milieu de gamme sont en train de sortir à des prix maintenant qui sont plus haut de gamme. Les cartes qui étaient haut de gamme sont en train de sortir à des prix plus ultra haut de gamme. Et le milieu de gamme, oui, il n'existe plus en fait. Et le truc qui est vraiment stupide, c'est que malgré tout ça, si vous regardez sur Steam Chart, les stats Steam, les cartes les plus populaires sont toujours les cartes milieu de gamme, vraiment la 3060 notamment.
Et pourtant, Nvidia continue d'essayer d'augmenter encore plus et plus les prix. Donc, c'est juste décevant. Euh, Même chose en dessous de 300 euros, honnêtement, il n'y a pas eu vraiment de révolution au niveau carte graphique depuis je ne sais combien d'années. La dernière carte en dessous de 300 euros qui avait vraiment des specs, en tout cas des performances intéressantes, la dernière que je me souviens de moi personnellement, c'était la RX 580 de AMD. À part ça, franchement, je sais pas vous, mais je me souviens pas d'une autre carte graphique qui, ces dernières années, en dessous de 300 euros, qui a vraiment, où les gens étaient en mode, ah ouais, celle-là, il faut la prendre, quoi. Donc ouais, c'est décevant, en fait. Donc ouais, on verra bien si ça se confirme, mais vu ce que fait Nvidia en ce moment, ne n'espérez pas de trop. Ensuite, on passe à AMD qui est dans la confusion parce qu'ils ont changé la page du futur Ryzen 9 7950X 3D. Donc, c'est évidemment l'un des nouveaux processeurs Ryzen 7000 avec un cache 3D. Ils ont rajouté qu'il serait débloqué pour l'overclocking. Ce qui est différent de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant parce que le 5800X 3D, évidemment, n'était pas overclockable parce que visiblement le cache 3D devait être synchronisé avec le processeur, c'était trop compliqué. Et jusqu'à maintenant, la page d'ailleurs, avant le 5 janvier, il n'y avait pas écrit qu'il était overclockable. Et maintenant, apparemment, il sera overclockable. On ne sait même pas aussi la date de sortie finale parce qu'il devait sortir pour le 14 février. Hein, je prévoyais une magnifique Saint-Valentin. Ben, ce ne sera pas le cas. Du coup, les informations sur ces processeurs sont très variable, on va dire. On ne sait pas s'il est overclockable, on ne sait pas quand il sort, on ne sait pas le prix, on ne sait pas les performances non plus d'ailleurs. On verra bien. Ensuite, nous avons une news follow-up par rapport au RX 6000 qui avait des problèmes et littéralement avait leur GPU qui craquait et du coup tuait la carte graphique. Du coup, nous avons ChrisFix qui a justement investigué plus. Donc, je vous rappelle, ChrisFix, c'est justement la personne qui a amené le débat parce qu'il a découvert ces derniers temps qu'il y avait énormément de RX 6000 qui arrivaient dans son magasin pour réparation et qui étaient totalement défectueuses. Le GPU avait craqué. Du coup, il avait investigué. Il avait vu que les gens l'utilisaient pour des... Genre, il y avait des gens qui jouaient, il y a des gens qui l'utilisaient plus au niveau professionnel. Donc, il n'y avait pas vraiment de point commun à ce niveau-là. Le seul point commun, c'était le driver. Du coup, il y a des gens qui ont cru que ça venait du driver. Eh bien, non. Pour ceux qui ont peur déjà là-dessus, ça ne venait pas du driver. La source du problème est en réalité les crypto-monnaies. Donc, en gros, ce qui s'est passé, visiblement, c'est ce qu'a investigué ChrisFix. Il a même sorti une vidéo, je vous invite à la regarder. Bon, après, je pensais en allemand. C'est qu'il a trouvé qu'en réalité, tous ces GPU avaient un autre point commun. Ils étaient vendus par le même marchand. Et ce marchand aurait tout simplement menti sur l'origine de ces GPU. Apparemment, ces GPU auraient été utilisés et ne seraient pas forcément neufs. Et certains auraient été utilisés pour miner des crypto-monnaies. Alors ça, c'est pas ce qui a vraiment tué ces cartes graphiques. Ce qui a tué ces cartes graphiques, c'est qu'apparemment ces GPU auraient été stockés dans de mauvaises conditions, donc notamment dans des endroits trop humides. Et l'humidité a réussi à pénétrer le GPU, et du coup, une fois que l'humidité était installée et que les gens recommencent à utiliser leur GPU, eh bien, ça a créé un problème et ça a fait craquer justement ce GPU. Donc, le problème serait plus une combinaison de crypto et de mauvaises conditions de stockage et du coup l'humidité. Donc, pour ceux qui ont une RX 6000 maintenant et qui sera en mode « Ah, est-ce que mon GPU va mourir ?» Non, votre GPU ne va pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Bon, il pourrait mourir d'une autre raison, mais il ne mourra pas à cause de ça. Ok? Ça peut toujours arriver. Hein. Les GPU, ça meurt. C'est l'une des pièces de PC qui meurt le plus d'ailleurs. Avec peut-être les alimentations, éventuellement la RAM aussi. Et puis après, vous aurez les cartes mères. Mais ouais, en tout cas, si vous étiez inquiet de mettre à jour leur dernier driver, maintenant, normalement, ça devrait être bon. Après, évidemment, ça ne fait pas de mal d'avoir un petit peu plus d'autres personnes qui vont investiguer, mais là, ChrisFix est une personne qui s'y connaît réellement énormément. Il fixe au niveau hardware des cartes graphiques et même d'autres choses, comme des cartes mères. Donc, il est capable de notamment ressouder des composants sur les cartes graphiques et tout. Donc, il a vraiment investigué au maximum ici. Mais bon, encore une fois, c'est toujours mieux d'avoir un petit peu plus d'autres investigations. Donc, ouais, pour ceux qui avaient peur, en tout cas, visiblement, les drivers, c'est safe. Et pour ceux qui étaient... Et pour les fanboys NVIDIA qui étaient en mode « Vous avez vu AMD? Leurs drivers tuent leur carte graphique ?»
Eh bien non, la situation était plus complexe. Tout comme le connecteur 12 pins. Le connecteur 12 pins n'était pas vraiment responsable, directement en tout cas, des feux de RTX 4000. C'était plutôt la façon dont il était branché. Ce qui est un autre problème, hein, un problème de design pour l'utilisateur, mais bon. Comme quoi, des fois, au premier abord, quelque chose peut paraître... Genre, on pourrait penser quelque chose au premier abord, mais au final, quand on regarde derrière, la situation est plus complexe et plus nuancée. Ensuite, nous avons une autre news hardware avec notamment la RTX 4090 qui a été testée. Après, les tests, vous allez le voir, ne sont pas forcément très intéressants parce que l'entièreté de ces tests ont été faits avec DLSS 3.0 parce que, tout simplement, les cartes ne sont pas sorties. Du coup, les seuls tests qui sortent maintenant sont approuvés par NVIDIA et forcément, vu que ce n'était pas des tests officiels, c'est même pas des tests selon moi, c'est plus genre en partie du marketing, eh bien, c'est fait avec DLSS 3.0. Il y a toutefois des chiffres intéressants et c'est au niveau de Blender et DaVinci Resolve, où là, par contre, ben, il n'y a pas de DLSS 3.0, donc là, on a un petit peu plus de choses intéressantes. Donc là, notamment dans Blender, avec le benchmark Open Data, qui est un excellent benchmark pour Blender, c'est celui que j'utilise personnellement, vous pouvez voir que, alors c'est en pourcentage, donc basiquement, la 3080 Ti est genre en quelque sorte 0% de performance. Ben, non, c'est la différence de performance entre une 3080 Ti de mobile et une 4090 mobile. Tenez compte que la 4090 mobile est basiquement une 4080 avec une plus basse fréquence. Et du coup, comme vous pouvez voir, dans JunkShop, on a 72,4% de performance en plus. Dans Classroom, on a 93 en plus, donc c'est pratiquement x2 performance. Et puis dans Monster, on a 135. Donc, visiblement, cette 4090 qui va coûter certainement un bras, enfin vos deux bras, vos deux jambes, certainement votre premier enfant aussi, et votre âme, bien, est très performante. Et ça, on s'en doutait un petit peu, mais c'est quand même bien de le voir. Ça montre aussi à quel point les RTX 4000 sont plus efficaces au niveau énergétique, parce que ça, c'est une chose qu'il faut quand même tenir compte, c'est que les RTX 3000 étaient gravés via le processus de gravure de chez Samsung, et c'est pas le meilleur processus de gravure. Là, les RTX 4000 sont gravés par TSMC et sont gravés en 4 nanomètres. Et visiblement, ça fait vraiment la différence. Parce que là, les deux cartes sont censées consommer la même chose. Et comme vous pouvez voir, les performances sont totalement différentes. Donc, yep. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Une augmentation des performances pour la même consommation. Genre, la carte consomme exactement la même chose et on a, même si c'est juste 50% de performance en plus, c'est toujours très bon. Donc, ouais. Maintenant, il faudra voir dans les jeux vidéo parce qu'encore une fois, là, c'est avec DLSS. Donc, yep. Donc, comme vous pouvez voir, forcément, avec DLSS 3.0, ça donne énormément plus de performance. Mais ça, c'est pas réaliste du tout parce qu'il y a une des deux cartes graphiques qui a le droit de générer des frames en plus, ce qui est pas forcément une très bonne comparaison. Et pour une fois, ils ont comparé un Razer Blade 17 pouces à un Razer Blade 18 pouces, qui est le nouveau qui est à gauche, il me semble. Donc, c'est pour ça que... Enfin, on a quand même un châssis qui est assez similaire. Donc, il faut quand même voir aussi avec d'autres châssis, parce que le truc, c'est que peut-être que certains constructeurs vont mieux refroidir la carte graphique et encore plus sortir de performance. Ça a aussi testé avec le nouveau Core i9 13950 HX, ce qui est aussi notable. Il y a aussi certainement une augmentation de performance grâce au CPU. Le test Blender n'utilisait que le GPU, pour ceux qui se demandent. Ça n'utilisait pas le CPU. Ensuite, nous avons une news au niveau de Boston Dynamics qui continue de montrer des vidéos et d'autres images de leur nouveau robot, notamment Atlas, qui est le robot sous forme humanoïde. Donc là, ils ont montré une autre version du robot où déjà, ils ont caché un petit peu plus l'électronique. Donc peut-être qu'il se rapproche d'un modèle commercial, on verra bien. Et ils ont montré une nouvelle vidéo qui... voilà. Je vous invite à aller la regarder sur leur chaîne YouTube, parce que je sais pas si c'est peut-être copyrighté, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, le robot fait des tricks et tout ça, il fait des trucs assez impressionnants, et puis il balance un truc d'outil à une personne qui est juste là-haut. Et réellement, c'est assez impressionnant. Évidemment, c'est dans un environnement hautement contrôlé, donc tenez-en compte. Si vous mettiez ce robot en conditions réelles, il aurait beaucoup plus de mal, mais c'est quand même très, très impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne le plus... Ah oui, vous avez quand même quelques gifs des fails du robot, mais ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point, en fait, les mouvements sont naturels pour le robot. Vraiment naturels. Parce que quand vous voyez certains robots, ils ont tendance à un petit... Genre,
Évidemment, leur intelligence n'est pas la meilleure, mais surtout aussi quand vous voyez quand ils se déplacent, ils ont du mal. Déjà, ils ont déjà des fois du mal à juste rester en équilibre. Avec Atlas, c'est totalement différent. Ce robot, franchement, a l'air d'être nickel au niveau équilibre et surtout arrive à faire des trucs que même moi, je n'arriverais pas à faire honnêtement. Donc, yep. Évidemment, encore une fois, c'est un environnement hautement contrôlé, mais quand même, la robotique derrière est très impressionnante. Si après vous rajoutez une IA très bonne par-dessus et un système qui permet de piloter le robot, là vous avez franchement une révolution en fait. Une révolution au niveau robotique qui va certainement coûter énormément de job à beaucoup de personnes. Et ça fait en partie peur forcément. Donc ouais. On verra bien. Comme je le dis, à chaque fois que je vois une vidéo de Boston Dynamics, je suis en mode «Oh, c'est impressionnant! Oh, j'ai peur pour le futur!» Et enfin, dernière news, mais qui n'est pas des moindres, avec le fait que SpaceX a pas mal avancé sur justement leur test de Starship. Starship est évidemment leur nouvelle fusée qu'ils sont en train de préparer, qui honnêtement devrait pas mal révolutionner le milieu justement de l'aérospatial, parce que ce serait la première fusée qui serait 100% réutilisable. Et ça, c'est très important parce que ça permettrait de réduire le prix de lancement vers l'espace énormément. Donc, vous pourriez envoyer la même quantité ou beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Donc, ici, vous avez le full stack. Vous avez le booster 7 en dessous et vous avez le ship. Est-ce que c'est le ship 21, il me semble? Je ne suis plus sûr. Dans tous les cas, vous avez pas mal de tests qui ont été complétés depuis énormément de temps. La dernière fois que j'ai parlé de Starship, c'était encore une fois Booster 7. Ils ont fait un autre booster depuis, il est d'ailleurs juste là. Ils ont commencé à le tester, mais le premier qui va vraiment être lancé, c'était confirmé, ce sera Booster 7 avec justement le chip 21, si je me souviens bien que c'est le chip 21. Et du coup, ils ont fait énormément de tests, et là, ils approchent des tests les plus intéressants. Ils avaient fait en novembre dernier un test avec justement le Booster 7 où ils avaient allumé 14 moteurs pendant un court temps. Ici, le prochain test assez important, c'est tout simplement la même chose qui avait été fait avec SLS, c'est juste on teste tout le lancement. Et on s'arrête juste avant le lancement. Donc vous testez de charger le carburant, le comburant dans le booster, dans le ship. Ensuite, vous testez de déconnecter le bras qui a justement chargé ce carburant. Et puis, juste à T-3, donc juste 3 secondes avant le lancement de tous les moteurs, vous dites « Ah non, stop, on arrête tout ». Donc c'est vraiment pour tester la full procédure de lancement. Et ça, ils vont certainement le faire plus qu'une fois parce que forcément, ils vont peut-être trouver un problème et devoir le fixer. Donc ça va surtout stress tester en fait tout ce qui est la tour de lancement, ce qui donne justement le carburant, le comburant à la fusée. Donc ça va être stress testé justement à ses limites et ils vont voir peut-être s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et puis après, évidemment, ça permet de tester l'entièreté du stack, voir s'il y a du carburant et tout ça. Genre, si tout est rempli, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tout va bien? Eh bien, ils pourront justement voir ça. Et après ça, ils ont d'autres tests à faire. Ils ont un full static fire, donc ils devront tester les 33 moteurs du booster 7. Donc ça, c'est très important. Et puis après ça, il y a d'autres petits tests, mais au final, le dernier truc qui devrait les ralentir sera la licence donnée par justement l'agence gouvernementale américaine qui gère tout ça. Et ce sera la licence qui dit « Oui, vous pourrez lancer cette fusée. » Cette fusée en particulier. Pas le prochain booster ou autre chose, ce sera vraiment celle-là. Et s'ils ont cette licence, ben, ils pourront faire un test. Et normalement, si tout va bien dans un monde parfait, ça pourrait arriver en mars. Si tout va bien. On verra bien à ce niveau-là. Dans tous les cas, quand ce sera plus clair et qu'il y aura certainement un live et tout ça, parce que c'est sûr et certain qu'il y aura un live, eh bien, je referai un live stream sur la chaîne YouTube ici pour qu'on puisse regarder tous ensemble. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. En attendant, ben, c'est pas pour tout de suite, donc tenez-en compte. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain texte à match et je vous dis ciao ciao.